écoutez, bonjour à tous et puis bienvenue pour cette première rencontre de l'EAD organisée par la FIED en 2024. Je voudrais vous souhaiter déjà mes meilleurs vœux 2024, que ce soit une année pleine de passion et de projets. Je voudrais remercier sincèrement Bertrand qui nous fait l'amitié de partager son expérience. Alors même si Bertrand n'est plus à présenter, juste deux mots. Bertrand est ancien président de Toulouse 3. Il est directeur du programme Atypi Friendly. C'est à ce titre que Bertrand a accepté de nous faire une présentation sur l'autisme et numérique et les enjeux pour l'enseignement en ligne. Et c'est dans le cadre de la FIED, ces enjeux sont importants pour nous, notamment pour l'élaboration des ressources plus inclusives. Mais je voudrais ajouter que Bertrand vient d'être nommé coprésident du groupe de travail sur la gouvernance de la donnée lors du sommet sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu à New Delhi au mois de décembre. Et toutes mes félicitations pour cette Merci. nomination, Bertrand. Écoute, je te laisse la main. Et donc, normalement, je crois que tu peux partager ton écran. C'est bien le cas. Merci beaucoup, Henri, et toute l'équipe pour cette invitation. Tous mes voeux également pour une année, tu as employé les bons termes, passionnée, passionnante, et avec des enjeux pour l'enseignement à distance qui sont sans cesse croissants. Et je vais essayer de l'illustrer effectivement dans cette présentation, dans laquelle je vais évoquer quelques éléments un petit peu génériques sur les problématiques du numérique et aussi présenter des choses que nous faisons dans le cadre d'Atypi Friendly de manière plus concrète. Voilà. Donc, on va se placer à différents niveaux, on va dire, dans cet échange. Et vraiment, je souhaite que ce soit un échange. Donc, n'hésitez surtout pas à réagir, à poser des questions, à commenter, etc., parce que ça sera important et intéressant pour moi également. Donc, l'objectif, c'est qu'on essaye d'identifier cet enjeu du développement du numérique et de l'enseignement en ligne pour l'accessibilisation de l'enseignement supérieur, qu'on comprenne un peu mieux les besoins des personnes autistes face à des supports pédagogiques. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, on va présenter quelques initiatives d'outils numériques. Mais tout d'abord, si ça veut bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quelques mots sur Atypi Friendly. D'abord, Atypi Friendly, c'est le nouveau nom depuis cet été qui est donné au programme qui s'appelait auparavant ASPI Friendly. C'est un programme national. Il est porté par l'Université de Toulouse. Il est financé par le PIA dans le cadre de l'appel à projet Nouveau Cursus à l'université et il a démarré en 2018 pour une durée de 10 ans. Il s'inscrit dans la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, qui s'appelle d'ailleurs maintenant plutôt la stratégie nationale troubles du neurodéveloppement. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On a démarré avec un consortium de 15 universités. Aujourd'hui, ce sont plus de 25 universités qui participent au réseau et une quinzaine qui veulent nous rejoindre. C'est un projet fortement collaboratif. Il y a de nombreux partenaires nationaux et locaux. Bien entendu, la délégation interministérielle pour l'autisme, les ministères, les centres de ressources autisme, les rectorats, les associations. C'est ensemble qu'on arrive à apporter un tel projet. Donc voilà pour ce qui est Atypi Friendly. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que nous faisons parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais je veux parler de la question, effectivement, enseignement supérieur et numérique. Et en posant un peu cette question provocatrice, volontairement provocatrice. Peut-on accessibiliser l'enseignement supérieur sans le numérique? Pourquoi je pose la question comme ça? Bien parce que vous le savez sans doute, si vous êtes là, il y a déjà un fort biais de recrutement dans cet échange. C'est que j'imagine que vous pensez que le numérique est quelque chose d'important, mais vous savez aussi qu'un certain nombre de personnes pensent au fond que le numérique peut être porteur de dangers, et qu'au fond, rien ne vaut un enseignement en présentiel. On l'a beaucoup entendu pendant la période du Covid, dans ce moment terrible où on s'est tous retrouvés dans des conditions très dégradées. C'est important de
d'avoir conscience qu'elles étaient dégradées et où finalement on a été amené à faire un enseignement utilisant du numérique, la plupart du temps, encore une fois, de manière dégradée, car non préparée, et avec donc tout le travail nécessaire pour que l'enseignement soit de qualité, qui n'a pas pu se faire dans les délais extrêmement réduits dans lesquels on a basculé dans le confinement. Ça a eu des conséquences, on le sait, avec un certain nombre de personnes. Moi, j'ai trop souvent entendu dire, il n'y a rien de mieux qu'un enseignement en présentiel. Ce qui est peut-être vrai sur un certain nombre d'étudiants, mais pas tous. Et c'est ce sur quoi je voudrais insister. Donc, on va parler d'accessibilisation de l'enseignement supérieur, mais pour ça, il faut qu'on parle évidemment de la question du handicap, et je vais vous donner quelques données sur le handicap. J'ai évoqué les troubles du neurodéveloppement. C'est une famille de troubles, de situations de handicap, dans lesquelles on compte le trouble du spectre de l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et puis tous les troubles 10. Ça représente une personne sur 6 dans la population générale. Alors, attention sur ces chiffres. Une personne sur 6 présente un trouble du neurodéveloppement. Ça ne veut pas dire qu'une personne sur 6 a un diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Parce que beaucoup de gens ont des troubles qui sont diagnostiqués très tardivement, alors même que, par définition des troubles du neurodéveloppement, le trouble est là depuis la naissance. Je vais vous donner un exemple très concret. Ce matin même, je suis avec un étudiant d'une école d'ingénieurs toulousaine qui est en 5e année de l'école et qui vient d'être diagnostiqué il y a 2 mois. Voilà, donc il doit avoir 22-23 ans. C'est pas à 22-23 ans qu'il est devenu autiste, c'est à 22-23 ans qu'il a obtenu son diagnostic d'autisme. Mais ça veut dire que pendant presque un quart de sa vie, il aura été autiste sans diagnostic. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les troubles du neurodéveloppement vont poser des obstacles à la scolarité quand c'est pas bien pris en charge, quand c'est pas bien accompagné. Et donc, on peut se retrouver avec une sous-représentation de personnes présentant un trouble du neurodéveloppement, en particulier dans l'enseignement supérieur. Donc, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'une personne sur 6 dans l'enseignement supérieur présente un trouble du neurodéveloppement et encore moins un diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Mais pour autant, ça veut dire quand même qu'on a beaucoup de gens qui, diagnostiqués ou pas, présentent un tel trouble. Et donc, on n'est pas en train de parler d'une petite minorité. Et surtout, on va au-delà des chiffres qui concernent strictement le handicap, qui sont les suivants. En 2023, c'est les dernières données, 50 000 étudiants étaient en situation de handicap, au sens où ils étaient recensés par les services en charge du handicap des établissements d'enseignement supérieur, qui remontent leurs données au ministère tous les ans. Pour donner quand même une idée de la progression, en 2000, on identifiait 5000 personnes en situation de handicap. Donc, il y a eu un facteur 10 en 20 ans. Parmi ces étudiants en situation de handicap, on va avoir une galaxie de troubles variés. On va avoir des troubles visuels, auditifs, les personnes à la mobilité réduite. Et puis, on va avoir, c'est ce qui est en bleu, les troubles du neurodéveloppement, troubles du spectre de l'autisme, troubles du langage et de la parole, fonction cognitive. C'est 30% des étudiants en situation de handicap recensés dans les universités. Donc, parmi les différentes grandes catégories de handicap, c'est celle qui arrive en tête, en réalité, en nombre de personnes concernées. D'accord? Donc, ça nous fait quand même 15 000 personnes. Et encore une fois, j'insiste, on parle là uniquement des personnes qui sont diagnostiquées, connues comme telles par les services handicap, et on ne parle pas des personnes qui peut-être ne se sont pas, qui sont diagnostiquées, mais n'ont pas voulu aller voir le service handicap. C'est le cas très régulièrement de personnes dyslexiques. On ne compte pas les personnes qui sont présentes dans l'enseignement supérieur, vivent avec un handicap, mais n'ont pas encore de diagnostic et ne sont pas allés faire les démarches auprès des services handicap. Donc, ça veut dire quand même qu'on a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette problématique de handicap dans l'enseignement supérieur. Alors, quels sont les besoins de ces personnes? Donc là, moi, je vais m'intéresser aux personnes autistes et plus généralement avec un trouble du neurodéveloppement.
on va venir maintenant sur des choses beaucoup plus concrètes. Les besoins, évidemment, dans le handicap, elles sont extrêmement variés. Dans le cadre des personnes autistes et de celles qui présentent un trouble du neurodéveloppement, un besoin très important qui est là, c'est d'avoir une présentation structurée des supports pédagogiques qui soient clairs et sans surcharge. Donc, on va avoir des questions à la fois de forme visuelle, d'apparence, et des questions de fond en termes de structuration des supports pédagogiques. Et mon expérience avec les étudiants autistes m'a ouvert les yeux sur le fait que beaucoup des supports pédagogiques sont finalement des supports dans lesquels la structuration est soit peu claire, soit peu apparente. Donc on a des éléments, des besoins qui sont autour de cela, et j'y reviendrai plus tard. Un deuxième besoin important, c'est la possibilité de suivre l'enseignement à distance. Ce besoin, il s'exprime par le fait que parmi les étudiants autistes, mais plus généralement ceux qui ont un trouble du neurodéveloppement, on va retrouver plusieurs éléments qui peuvent rendre le suivi des enseignements en présentiel extrêmement complexe. Premier élément, les problématiques d'interaction sociale. Les personnes autistes présentent des particularités d'interaction sociale qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à des formes de phobie sociale et une incapacité complète de se retrouver dans un environnement dans lequel il y a beaucoup de monde. Donc, très concrètement, ils ne vont pas venir dans un cours d'amphi. Ou alors, ils vont venir, ça va juste complètement les épuiser, et ils vont rien comprendre. Il y a des particularités sensorielles, tout particulièrement l'hyperacousie, qui fait que, quand on a une hyperacousie, on va entendre énormément les bruits parasites qui vont pouvoir venir en concurrence, par exemple, avec ce que raconte l'enseignante ou l'enseignant. Et c'est un niveau qui est difficilement imaginable. Pour vous donner une illustration avec une étudiante que j'ai accompagnée, son hyperacousie était telle que quand elle dormait, elle me disait qu'elle mettait 2 oreillers l'un sur l'autre, parce qu'elle dormait dans cette position-là, et si elle se mettait comme ça, elle entendait le bruit du sang couler dans ses veines et ça la dérangeait. Je vous propose de faire l'expérience d'essayer d'écouter le son du sang qui coule dans vos veines. Personnellement, je ne l'entends pas. Pourtant, j'ai l'impression d'être plutôt sensible de l'oreille, mais je ne l'entends pas. Et elle, dans une session d'amphi, elle n'entendait rien. Donc, elle ne comprenait rien du tout de ce qui se passait en cours. Et puis, plus généralement, il y a une fatigabilité des personnes en situation de handicap, et tout particulièrement des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement, qui fait que le fait de pouvoir suivre au moins une partie à distance est quelque chose d'important. Troisième élément, un besoin d'un accompagnement individualisé. J'y reviendrai sur un projet numérique qu'on a, mais qui est peut-être plus accessoire par rapport aux thématiques qui vous intéressent le plus. Et puis, il y a des besoins aussi, par exemple, en termes de déplacement, de projection dans la planification du déplacement, d'anticipation de ce qu'on va voir, qui là aussi conduisent à des projets numériques. Les besoins, ils sont toujours individuels. Évidemment, il y a des familles de besoins qu'on va retrouver chez un certain nombre de personnes, mais il faut avoir en tête que ces besoins, ils sont parfois contradictoires. Les besoins de certains ne correspondent pas toujours aux besoins des autres. Moi, je donne toujours cette image parce qu'elle elle correspond souvent à une expérience vécue. Vous avez peut-être déjà retrouvé dans un salon en famille, en train de regarder ensemble la télé, en multigénérationnel. Donc avec le grand-père qui n'entend plus très bien, donc qui doit augmenter le son. Bah, mettez le petit-fils autiste ou la petite-fille autiste avec et qui est hyperacousique, c'est un enfer. Ils ne peuvent pas regarder la télé ensemble. S'il faut augmenter le son pour que le grand-père entende, pendant que l'autre, elle va souffrir parce que c'est trop fort. Voilà, on voit bien que le besoin, là, il est contradictoire. Si on est dans des situations plus liées à nos situations pédagogiques, ça peut être la question du choix et de la taille des polis. Vous retrouverez beaucoup d'éléments sur la question de l'accessibilité des supports. On va vous dire, mettez tel type de police, ne justifiez pas, police en telle taille de caractère, etc. Et ça va être nécessaire pour un certain nombre d'étudiants. Mais ça va freiner la lecture pour d'autres personnes. Donc ces besoins
ne sont pas forcément les mêmes. La conclusion, c'est qu'un seul document ne peut jamais convenir à tout le monde. Il n'y a pas le document universel, il n'y a pas, même si on regarde les polices, par exemple, sur les dyslexiques, on dit souvent, il ne faut pas de police avec sérif, comme la Times New Roman, par exemple. Donc, on va prendre une Arial, par exemple, plutôt qu'une Times New Roman. C'est vrai, manifestement, la plupart du temps, pour les personnes dyslexiques. On a même créé une police, que vous connaissez peut-être, Open Dyslexique, qui est une police assez particulière. Bon. Vous avez des personnes dyslexiques qui disent « mais moi, je ne supporte pas cette police ». Et même certaines vont dire « moi, je lis mieux avec une police avec sérif qu'avec une police sans sérif ». Donc même sur la question de la police, on pourrait dire celle-là, on va faire tout le monde une police sans sérif, ça ira très bien, mais même ça, c'est pas forcément ce qui correspond au choix idéal pour tout le monde. Bref, un seul document ne peut pas convenir à tout le monde. Et donc j'en arrive à la conclusion de cette première partie, qui est que, pour moi, l'enseignement numérique est une nécessité pour l'accessibilisation de l'enseignement supérieur. C'est une nécessité, et donc quand des collègues disent il n'y a rien de mieux qu'un enseignement en présentiel d'un enseignant avec des étudiants, eh bien, désolé, mais ça n'est pas un enseignement accessible que de dire cela et de vouloir absolument que tout l'enseignement se fasse en présentiel. Oui, c'est peut-être le cas pour beaucoup d'étudiants. Faisons-le. Je ne suis absolument pas contre l'enseignement présentiel, bien au contraire. Et qu'on puisse vivre des choses particulières dans l'enseignement présentiel, c'est sûr. Mais pour un certain nombre de personnes, et elles sont nombreuses, ça n'est juste pas possible. On a d'ailleurs, évidemment, vous avez, je pense, dans vos activités, beaucoup d'exemples à mobiliser là-dessus, mais je pense que c'est un message qu'il faut qu'on martèle. On ne peut pas vouloir une école inclusive, un enseignement supérieur inclusif, sans l'enseignement numérique. Et je crois qu'il faut qu'on garde en tête donc le fait que l'accessibilité repose sur la possibilité pour chaque apprenant d'individualiser son expérience pédagogique, au moins au niveau de l'affichage. Je pense qu'il faudrait même aller au-delà. Et puis que ça suppose de prendre en compte la capacité à se rendre dans des lieux pédagogiques. Et donc l'enseignement à distance est nécessaire en cas de difficulté et d'incapacité. Je pense que c'est des éléments qu'il faudrait qu'on rappelle très fortement, mais en particulier le premier sur l'individualisation de l'expérience pédagogique, parce que je pense que ça n'est pas toujours si clair que ça, y compris dans les recommandations qui sont faites sur l'accessibilité l'accessibilité pédagogique, où on a très souvent une forme peut-être d'idée qu'il est possible d'avoir des supports universellement accessibles, ce qui, je crois, n'est pas le cas. Ou alors, le support universellement accessible, c'est un support numérique qui va être associé à des capacités d'affichage qui vont permettre une individualisation. Auquel cas, on aura bien quelque chose de générique qui pourra donner lieu à une expérience individualisée, et c'est ça qui est important. Alors, je continue maintenant sur la question sur cette question de l'accessibilité. Je crois qu'il faut qu'on arrive à étendre le domaine de l'accessibilité. Quand on a commencé à travailler sur le programme Atypi Friendly, évidemment, on a travaillé autour, en essayant de voir quels étaient les référentiels qui existent et à quel point ils pouvaient répondre aux besoins des apprenants avec lesquels nous travaillons. Alors, en premier lieu, il y a le RGA, naturellement, le RGA qui est pourtant très détaillé. Mais dans le RGA, il y a beaucoup de choses qui correspondent aux besoins des personnes qui présentent un TND qui ne sont pas présentes ou de manière insuffisante. Et donc, il y a un besoin qui est, je crois, de définir des nouvelles règles concernant l'accessibilité. Au niveau de la forme, la manière dont on présente nos documents, mais aussi au niveau du fond, c'est-à-dire au niveau du contenu, en particulier en lien avec une problématique très lourde qui est celle de l'implicite, sur lequel je ne vais pas m'étendre là dans cette présentation, mais si vous voulez qu'on y revienne, je le ferai avec grand plaisir pendant les échanges, parce que la question de l'implicite dans l'autisme est une question vraiment fondamentale et qui pose des sujets pédagogiques extrêmement lourds, dont je pense qu'on n'a pas encore pris, nous, dans le cadre du programme, encore toute la mesure.
Mais en tout cas, ce travail, il me semble nécessaire. Le RGA n'est pas finalisé, à mon sens. Il y a encore du travail à faire pour pouvoir définir des nouvelles règles. Alors, on a essayé de travailler, au fond, sur ces différents éléments dans le cadre d'Atypi Friendly, et je veux remercier les participants du groupe de travail Innovation pédagogique, qui est coordonné par Patrick Binissi, Léla Boutora, Julien Mésangeau, moi-même, et depuis peu de temps par Emmanuel Sylvestre. Nous avons aussi un groupe de travail outils numériques avec Hervé Luga, Manuel Majada, Cécile Mazon. Il y a eu des grosses contributions d'Uniciel avec Sophie Géquier, Stéphane Ponsard, Sylvain Tognola notamment. On travaille aussi avec le Living and Learning Lab de Sorbonne Université animé par Mohamed Chetouani. Et puis, nous avons une responsable numérique inclusif et innovation, Delphine Anser. Donc, voilà, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat de contributions vraiment de pas mal de personnes. Alors, le premier point, c'est de travailler sur une interface de consultation personnalisée de support pédagogique. Donc, l'objectif, c'est de mettre en œuvre l'accessibilité des supports pour des profils cognitifs variés, mais aussi de simplifier le travail pour l'enseignant et le pôle handicap. Alors, pourquoi? J'ai évoqué tout à l'heure le besoin d'avoir une individualisation, au moins de l'affichage des documents. Comment ça se passe concrètement quand on est dans une université? Vous le savez sans doute, vous avez un étudiant qui a un besoin particulier, qui va au service handicap, et un arrêté d'aménagement est signé par le responsable de l'établissement. Bon, à partir de là, dans l'arrêté d'aménagement, on va régulièrement trouver des éléments concernant la présentation des documents. Par exemple, il doit y avoir un interligne d'1,5, police 14, voilà, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Suivant les établissements, ça se passe de manière variée. Ce qui se passe dans un certain nombre d'endroits, c'est soit c'est les enseignants qui vont devoir faire l'adaptation du document pour l'étudiant, ou alors, dans certains endroits, dans le service handicap, il y a une personne en charge de l'accessibilisation des supports et qui va prendre le support construit par l'enseignant et qui va l'accessibiliser, c'est-à-dire appliquer finalement les normes qui ont été mises dans l'arrêté d'aménagement. Évidemment, tout cela prend du temps, et donc la personne demande un délai pour le faire. Donc très couramment, ce qu'on voit, c'est par exemple, alors ça va se faire notamment pour les examens, d'accord? Eh bien, il faut envoyer le sujet d'examen 15 jours avant. Donc, je suis tenté de faire un sondage parmi les enseignants qui sont présents autour de ce webinaire, en vous demandant, c'est quoi la durée moyenne entre le moment où vous avez fini de préparer un sujet d'examen et le moment où vous donnez l'examen? Et si possible, vous me le donnerez en jours et pas en heures, et encore moins en minutes. Mais j'ai beaucoup de doutes ou alors allez-y, levez la main, ceux qui préparent en moyenne leurs examens 15 jours avant, enfin, qui préparent le sujet 15 jours avant l'examen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui font ça? Levez la main, normalement ça va s'apparaître. Il n'y a personne. Allez, on va dire, je vais être gentil. Pas 15 jours, une semaine avant. Ah, voilà. Une semaine, déjà, on en a deux. Pas mal. Enfin, on n'en a que deux quand même. Hein, Henri, je note que tu n'as pas levé la main. Voilà. Bon, je ne l'ai pas levé non plus, d'ailleurs. Vous avez remarqué, j'aurais pu lever la main. Mais non, mais ça m'est arrivé plein de fois, et pour des bonnes raisons pédagogiques, de terminer l'examen la veille de l'examen, parce que je m'adaptais à qu'est-ce que j'avais fait vraiment jusqu'au dernier cours, qu'est-ce que j'avais eu peut-être sur un devoir que je venais de corriger, où je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été suffisamment travaillées, et finalement ça allait me faire évoluer. Enfin, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises raisons de terminer les sujets au dernier moment. Puis en tout cas, c'est une réalité. De toute façon, voilà, elle est là, et c'est très compliqué de faire autrement. Donc ce système, il marche très mal, et les services handicap sont aussi en difficulté très souvent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve très souvent avec les étudiants qui nous disent « mes aménagements ne sont pas appliqués ».
Donc, simplifier le travail, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Euh, Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les étudiants autistes et ou présentant un trouble 10? Je vais en évoquer deux et on va voir les outils qu'on a développés autour de ça. La première chose, c'est la difficulté à repérer la structure des supports. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu de ce dont on parle et en vous donnant une illustration avec une étudiante qui m'a énormément appris, en fait. C'était une des premières étudiantes que j'ai accompagnées. C'était une étudiante qui était très brillante, mais qui avait des résultats extrêmement hétérogènes. Il y avait des cours où ça marchait extrêmement bien et des cours où ça marchait pas du tout. Et il n'y avait pas de logique apparente. C'était pas, j'en sais rien, moi, tous les cours d'une discipline, là, ça marchait bien, puis une autre discipline complètement différente, ça marchait pas. Ça pouvait être au sein vraiment du même type de discipline. Et elle me disait que il y avait plein de cours dans lesquels elle comprenait rien. C'était très troublant, hein. C'était une étudiante qui avait déjà une licence, elle refaisait une licence parce qu'elle voulait passer un concours d'entrée dans une école d'ingénieur. Donc je savais qu'elle avait un très bon niveau. Les étudiants me disaient qu'elle avait un très bon niveau, et elle me disait qu'il y avait des cours dans lesquels elle ne comprenait rien du tout. C'est très, très étonnant quand même de ne rien comprendre. On peut se dire qu'on n'est pas intéressé, que voilà, on a du mal un petit peu, mais enfin dire je ne comprends rien. Et en travaillant avec elle, en creusant, ce que j'ai compris, c'est que, et puis elle m'a montré les supports, c'est que c'était un cours, notamment un qui était très frappant, dans lequel la logique du cours, sa structure, n'était absolument pas présente. Donc elle avait le sentiment d'être en face d'une collection de faits présentés bout à bout, sans savoir, sans comprendre quelle est l'image globale. Et ça, il faut avoir en tête que les personnes autistes en particulier ont beaucoup de mal à dégager l'image globale à partir des éléments ponctuels. Et donc, si l'enseignante ou l'enseignant ne fait pas un effort vraiment spécifique, ce que font beaucoup d'ailleurs, hein, et pas systématiquement, d'explicitation de la logique. Alors, ça va être tout simplement un syllabus, un plan détaillé, etc., hein, de ce dont on parle. Eh bien, si on ne fait pas ça, ça va être très compliqué pour la personne autiste de comprendre. Une remarque, on travaille aujourd'hui beaucoup avec comme support pédagogique en situation d'enseignement des PowerPoint. Un PowerPoint, ça se présente plutôt comme ça que comme ça. Dit autrement, la structure du cours, la structure de la présentation, elle est très rarement apparente sur un PowerPoint. Et ça, vous faites un cours de 2 heures dans lequel vous allez avoir des diapos qui vont défiler les unes après les autres. Finalement, vous ne voyez pas quelle est la structure, vous ne savez pas où vous en êtes, et vous êtes perdu. Et une personne autiste, quand elle est perdue là-dessus, elle décroche complètement et elle se dit, je ne comprends rien. C'est pas, je comprends pas complètement, puis je vais revoir ça à tête reposée, c'est vraiment le sentiment, je ne comprends rien. Donc cette question de la structure des supports, c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième point, les difficultés de lecture. Ça, c'est pour les personnes dyslexiques, évidemment, qui sont très importantes. Donc les besoins, c'est de faciliter le repérage de la structure du cours, en termes notamment de numérotation, en termes d'explicitation de la hiérarchie. C'est aussi de permettre qu'un seul support corresponde aux besoins d'une diversité d'étudiants, en permettant un affichage personnalisé. Et puis, c'est aussi d'éviter la génération de documents personnalisés pour chaque étudiant, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une tâche manuelle à faire pour faire en sorte que parmi les 150 étudiants qu'on va avoir pour l'examen, dans lesquels on va avoir, j'en sais rien moi, 10 dyslexiques, 2 autistes, un malvoyant, etc. Bon, voilà, il faut essayer de faire en sorte que on évite un travail fastidieux qui soit fait. La démarche qu'on a faite, c'est d'utiliser Scénari. Donc, Scénari, je ne sais pas si j'ai besoin de présenter Scénari, j'imagine que vous êtes nombreuses et nombreux à connaître Scénari, sinon je l'évoquerai tout à l'heure. Et pour ça, on a développé un skin, donc un modèle d'affichage qui permet de donner de nouvelles options pour que l'étudiant adapte l'apparence en fonction de ses besoins. Alors, je vais vous montrer, il est où? Il n'est pas là. Non, il est dans une autre fenêtre. Excusez-moi, il faut que je fasse
Elle est où ma fenêtre? J'ai dû la fermer. Alors, je reviens en arrière. Bonjour, je suis Marie et je commente le cours de Pardonnez-moi, j'ai un problème. Donc, tu peux peut-être arrêter le partage et Voilà. repartager. Non, non, c'est bon. Ça y est, ça y est. Faites pas attention aux fautes d'orthographe. Oui, là, il faut que je repartage pour le coup. Effectivement. Voilà. Vous voyez correctement? Voilà. Voilà. Donc là, on est sur un skin Scénari qui a été adapté. Donc là, on va. Alors d'abord, un des avantages dans Scénari, c'est que déjà par défaut, hein, il y a le fil d'Ariane, hein, tel qu'il s'affiche ici. Nous, on a fait en sorte qu'il s'affiche tout le temps. Et on va regarder quelques éléments. Si on regarde la structuration, donc déjà, le fait d'avoir le fil d'Ariane comme ça donne des éléments sur la structuration qui aident dans le repérage de manière très forte. Donc c'est déjà un point de départ extrêmement intéressant. Mais pour autant, on peut aller plus loin, on va le voir. Je vous invite à regarder, à vous concentrer sur la taille des titres des pages. Donc là, on voit notion de fraction. Je vais passer à la page suivante. Définition, signification des fractions, fractions égales, etc. Si vous avez été attentif, ce n'est pas évident, vous aurez pu constater que les tailles sont les mêmes. J'ai la même taille là sur signification des fractions et sur fractions égales. Tout simplement parce que en HTML, quand on est sur une page, eh bien la taille du titre va toujours être la même. Le HTML ne prend pas en compte la position d'une page dans une arborescence qui d'ailleurs n'existe pas nécessairement. Puisque dans un site web, ce n'est pas toujours une arborescence en fait qui organise les pages. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à vos habitudes qu'on a et qui donc d'ailleurs sont pas pas faites pour rien, qui font que si on est sur un livre par exemple, en général, les titres ne sont pas tous de la même taille. Enfin, les titres, les sous-titres, suivant le niveau, suivant la profondeur dans laquelle on est, ne sont pas les mêmes. Donc, on a rajouté des options, par exemple, pour mettre les titres à l'échelle. Si je mets les titres à l'échelle, vous voyez que définition et notation est plus petit que fractions égales. Ce qui veut dire d'ailleurs que quand je passe de là à là, eh bien, je constate que j'ai changé de chapitre. On peut aller plus loin, on peut faire justement ce qu'on fait. Alors pourquoi on peut le faire sur Scénarii? C'est parce que justement, il y a une arborescence. Ben, on peut mettre une numérotation des titres. Voilà. Une numérotation des titres. Et bien là, je sais beaucoup mieux où j'en suis dans mon document. C'est des choses classiques qu'on savait, qu'on fait dans le cadre des livres, hein, etc., mais qui, dans les supports pédagogiques, généralement, de présentation en particulier, ne sont pas là, n'existent pas. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées, mais sur lesquelles, quand on l'a testé avec des étudiants autistes, ils ont dit que ça a changé vraiment beaucoup les choses. Et puis, on a repris évidemment des options qui existaient par ailleurs. Hein, ça, c'est des options de scénarii qui existent où on peut changer la police, la fameuse police open dyslexique que j'évoquais. On peut mettre les lignes colorées, ça permet de faciliter la lecture pour un certain nombre de personnes 10. On peut mettre le texte aéré, voilà. On peut grossir. Voilà. Et là, eh bien, je crois qu'on remplit bien ce besoin qui est d'avoir généré un seul support, c'est-à-dire un module Scénarii en l'occurrence, associé à un skin, et dans lequel on va avoir une expérience individualisée de l'affichage par l'étudiant, sans qu'il y ait besoin que l'enseignant ou le service handicap fasse les choses. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous présenter. On a encore du travail d'ailleurs là-dessus, hein, parce que on a eu des premiers retours et on voudrait aller plus loin, mais pour autant, ça montre les possibilités qui sont. Je vais revenir sur mon partage d'écran et on va continuer avec Moodle.
Sur Moodle, on a fait un travail avec Uniciel. On est parti d'un cours, en l'occurrence de méthodologie du travail universitaire, qu'on a adapté pour les personnes autistes. On l'a adapté sur la forme et sur le fond. Donc, sur la forme, là, vous voyez là le thème qui était le thème d'origine. Voilà. Donc, vous voyez quelque chose de très coloré, alors sans doute très agréable pour pas mal de personnes. Et ça, clairement, beaucoup de personnes autistes nous ont dit, nous, on veut quelque chose de beaucoup plus sobre. Pour vous donner un exemple, il est souvent considéré que Wikipédia est un repère de personnes autistes. Il a peut-être été créé par des personnes autistes. Donc, regardez, voilà, l'affichage de Wikipédia, bah, ça vous en dit long sur ce qu'ils aiment bien. Vous voyez à droite le thème qui a été revu de manière beaucoup plus sobre dans le cadre de l'ATB Frame. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut appliquer facilement, puisque l'apprenant, alors on peut proposer, vous le savez, hein, sur Moodle, même qu'on peut proposer plusieurs formats d'affichage, plusieurs thèmes, et y compris l'apprenant peut choisir son thème. Donc il y a des choses qui peuvent aussi être adaptées et individualisées. Et donc, pour un cours, vous voyez la différence quand même assez essentielle. Ah oui, peut-être un point aussi supplémentaire. Dans le schéma de base, vous voyez, là, on est sur la partie proportionnalité. On voit ce qu'il y a avant, on voit ce qu'il y a après, mais on ne sait pas où on en est. Alors que nous, dans le thème qu'on a pris, on n'a pas seulement ce qu'il y a avant et après, on l'a toujours, mais on a bien l'intégralité du plan qui est visible. Donc, on sait où on en est concrètement dans un cours qui a sa logique de progression. Je vais continuer. Et cette fois-ci, on va parler de vidéos. Les vidéos pédagogiques sont de plus en plus utilisées, parfois de manière tout à fait positive, parfois de manière peut-être plus gadget d'ailleurs. Et on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Polymni, qui en fait est une spin-off de l'Institut national polytechnique de Toulouse, et qui a développé un système que vous connaissez peut-être, et que je vous invite d'ailleurs à regarder parce qu'il est très intéressant, qui permet de créer des vidéos pédagogiques facilement. En gros, l'idée, c'est que un enseignant ou une enseignante va se filmer devant un écran vert, alors ça peut se faire dans un studio ou même devant un simple fond vert, et va injecter également les diapos de présentation et va dire où il veut mettre son image entre les quatre coins de l'écran. Voilà. Donc, c'est facile de produire une vidéo pédagogique à partir de cela. Et on a voulu créer des adaptations, en fait, de cette application de création de vidéos pédagogiques de manière à ce que le visionnage puisse être adapté aux préférences individuelles de l'étudiant. On a travaillé sur plusieurs aspects. On a travaillé sur la question déjà de l'apparence de l'enseignant qu'on va pouvoir remplacer par un avatar ou par un autre enseignant, si jamais on a deux enseignants, par exemple, qui peuvent s'être filmés. Et ça, on sait qu'un certain nombre de nos étudiants peuvent être en difficulté avec certains enseignants, voire avec le fait qu'il y ait un enseignant qui apparaisse à l'image. Il y a la question du choix de la voix. Il y a la question d'être dans un environnement virtuel. Et puis, on travaille aussi sur la question de l'intensité des expressions. Et je vais vous montrer ça. On garde en tête que les difficultés qui sont rencontrées, c'est la question de la double tâche. C'est quoi la double tâche? C'est quand je vais avoir deux tâches cognitives en même temps. Une double tâche, ça peut être par exemple de regarder ce qui est écrit, mettons, à l'écran, et en même temps d'écouter, voire d'essayer de décoder les expressions de l'enseignant qu'on va voir. Le point, d'ailleurs, d'identification des expressions est une problématique importante pour les personnes autistes. Ça fait partie même des critères diagnostiques, ou plus précisément des tests diagnostiques qui sont faits. Le fait d'avoir du mal à reconnaître ce qu'est l'émotion, par exemple, sur un visage, ça fait partie des problématiques autistiques. Et donc, si on a du mal à le faire, ça veut dire qu'on y met de la charge cognitive importante, qui va venir en concurrence avec la charge cognitive dédiée à la compréhension. Donc, si vous avez du mal à comprendre les expressions de votre prof, bah, vous allez mettre moins d'énergie sur la compréhension des concepts du cours. Autre problématique, les perturbations de l'attention.
La question aussi du décalage de rythme. Il y a des étudiants qui trouvent que les cours ne vont pas assez vite. Et donc, ils décrochent et ils vont avoir des problématiques attentionnelles parce que ça ne va pas assez vite. Et puis, évidemment, une autre difficulté, hein, c'est l'anxiété sociale en situation de cours, qui fait que le fait de pouvoir voir la vidéo, évidemment, va être un plus. Donc, on a travaillé pour ajuster le niveau de stimulation, sur l'amélioration de la motivation, la neutralité du personnage à l'écran, le réglage du niveau d'expressivité, la variation de la vitesse, et puis aussi le fait de pouvoir, apprivoiser, je vais y arriver, l'environnement. Donc, il y a des choses qui sont encore en cours de travail et puis d'autres qui sont déjà développées. Donc, on a travaillé, je vous l'ai dit, avec Polymni et on a déjà des éléments de démonstration qui sont présents. Donc, je vais essayer de… Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, non, je vais repartager l'écran parce que je n'ai pas mis le son. Donc, je vais repartager avec le son, sinon… Voilà. Partager l'audio. Donc, je vous montre rapidement hein, ce que ça peut donner. Voilà. On démarre au début. Paolo Carrillo-Rousse, enseignant-chercheur de l'Institut mathématique de Toulouse, et je vais vous parler des nombres complexes. Ouais, oui, mince, je me suis… Pardon. Définition. Il existe un ensemble, noté C, Donc, vous voyez un d'éléments appelés nombres complexes. Voilà. Et C'est un on a ensemble… le début, et le début était important. Bonjour, je suis Marie et je commente le cours de Paolo Carrillo-Rousse, enseignant-chercheur de l'Institut mathématique de Toulouse, et je vais vous parler des Donc, nombres… effectivement, ça n'est pas Paolo Carrillo-Rousse. Vous l'aurez constaté. Paolo Carrillo-Rousse, il est où? Paolo, et il est là. Bonjour, je suis Paolo Carrillo-Rousse, enseignant-chercheur de l'Institut de mathématiques de Toulouse, et je vais vous parler des nombres complexes. Donc, vous voyez, on peut changer. S'il y a plusieurs personnes qui ont enregistré, évidemment, on peut changer. On peut aussi remplacer par un avatar, parce qu'après tout, peut-être que… Donc, on va commencer par une définition. Donc, il existe un ensemble noté C d'éléments la appelés personne qu'on nombres va complexes. voir qui fait ses gestes et qui Donc, c'est un ensemble pose qui contient des problèmes. les nombres réels R. On peut décider d'ailleurs de ne mettre personne. Donc, on va commencer par une définition. Donc, il existe un ensemble… Parce qu'au fond, peut-être que le fait d'avoir une personne, ça ne va pas aider à se concentrer, ça va au contraire perturber l'attention. Et là, ça va dépendre des gens. On peut changer également, alors si on est sur certains, je crois que c'est là. Donc, on va commencer par une définition. Donc, il existe un ensemble noté C. Donc, on va commencer par une définition. Donc, Voilà. il existe… Donc là, vous voyez, on a pu changer le type d'émotion. Et donc là, on est vraiment sur un POC, hein, mais l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les expressions soient simplifiées dans leur lecture par les apprenants pour que ça ne prenne pas du temps de charge cognitive. On peut changer l'environnement en mettant, par exemple, un… Donc, on va commencer par une définition. Lié plutôt à une salle de cours. Et puis après, on peut changer, je vais passer là-dessus, mais on peut changer évidemment la vitesse et des choses après qui sont plus classiques. Donc, vous voyez que là, on est vraiment dans quelque chose qui permet d'individualiser l'expérience vidéo. Et je pense que c'est très intéressant en termes d'accessibilité. C'est-à-dire que la logique actuelle, c'est une logique, encore une fois, je reprends le schéma. Vous êtes en situation de handicap, vous avez votre diagnostic, vous allez au service handicap. Le service handicap va voir quelles sont les demandes d'aménagement. Ça va passer par un médecin qui va donner un avis. Ça va donner lieu ensuite à un arrêté d'aménagement qui va devoir être appliqué. Et on a vu dans les conditions dans lesquelles ça s'appliquait. C'est tout le contraire de l'accessibilisation. Là, on est dans la compensation. Dans l'accessibilisation, on construit dès le départ des choses qui font que toutes les personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas, qu'elles aient un diagnostic ou pas, que c'était validé par un médecin ou pas, qu'elles soient passées par le service handicap ou pas, vont pouvoir individualiser leur expérience. Après tout, au nom de quoi faudrait-il passer par un médecin pour avoir un texte, un document dans lequel je vais pouvoir bouger mes caractères? Est-ce que quand je regarde une vidéo, je dois présenter un certificat médical pour avoir le droit de voir des sous-titres? Non. On est tous habitués aujourd'hui à avoir ça. Et ça nous paraît naturel et ça a augmenté notre confort très fortement. On n'a pas besoin d'avoir un certificat du fait qu'on a une mobilité réduite
pour pouvoir avoir droit à une télécommande sur une télé. Et pourtant, la télécommande, elle a été créée pour ça. Donc, c'est vraiment tout ce mouvement, en fait, qu'il faut arriver à mettre en place dans le fait d'accessibiliser les choses, ce qui va réduire la charge globale qu'on va avoir sur l'institution. Et c'est pas neutre de dire ça, parce que l'augmentation très importante que j'ai montrée des chiffres pour les étudiants en situation de handicap est souvent perçue, et il y a des raisons de le percevoir comme ça, comme étant une augmentation de la charge pour les personnels. Donc, il faut prendre très sérieusement cette question-là. On ne peut pas en permanence demander de plus en plus de choses. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on transforme à la base parce qu'elles vont devenir plus efficaces et elles vont permettre de réduire d'autres choses qui vont prendre beaucoup de temps. C'est plus long, sur le long terme, de devoir faire plein d'adaptations pour plein de personnes différentes d'un document en PDF que, à la base, avoir travaillé sur quelque chose qui est pleinement accessible et qu'on va donc pas avoir besoin d'adapter pour chacune des personnes parce que tout simplement, on sera mis dans des conditions où chaque personne aura ce dont elle a besoin directement. Donc là, il y a quelque chose d'assez conceptuel, hein, mais qui est vraiment important en termes d'implémentation dans les établissements. Je vais revenir à ma présentation et puis peut-être même passer à la conclusion, en fait, parce que je veux vraiment qu'on ait le temps de faire un échange. Et puis là, c'est un outil qui est bon, c'est un outil plus sur le suivi, donc qui vous concerne peut-être moins dans le cadre de la FIED. Mais donc, je vais terminer avec ces messages qui me semblent importants. C'est que réussir à l'université inclusive, et on sait que ça va être difficile, ça passera par le développement du numérique. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le marteler parce que c'est pas toujours compris comme tel. Deuxième point, je le rappelle, 1 personne sur 6 présente un TND. Et encore une fois, ils n'ont pas tous un diagnostic, ils ne sont pas tous recensés par le service handicap, ils n'ont pas tous un arrêté d'aménagement. Mais en fait, dans nos cours, nous avons ces personnes-là. Donc, il faut les prendre en compte et prendre en compte le fait que ce sont des handicaps invisibles, donc des choses auxquelles on ne pense pas spécifiquement, spontanément. Ça ne se voit pas que quelqu'un est autiste et a du mal à décoder les expressions. Troisième point, pour réussir, je crois qu'une démarche de commun numérique est nécessaire, parce que créer des supports pédagogiques pleinement accessibles, etc., si on ne se met pas dans une démarche de commun et que c'est chaque prof qui doit le faire, je pense qu'on ne va pas y arriver. Donc, ça plaide aussi pour la démarche de commun. Et ça, c'est une proposition que j'avais faite quand j'avais été invité au Festival Automne du numérique, et je la reprends. Hein, c'est peut-être qu'il faut qu'on travaille à la création d'une fabrique de commun pour le numérique pédagogique inclusif. Je sais qu'il y a des initiatives déjà, parce que être dans une démarche de commun, c'est important, mais s'il n'y a pas des espaces, si j'ose dire, pour aider à le faire, eh bien, ça va être compliqué et ça pourrait être un projet, j'espère, mobilisateur d'un certain nombre de structures. Voilà, donc je m'arrête là pour qu'on ait le temps d'échanger. Pardon, j'ai peut-être été trop en détail sur certains éléments, mais n'hésitez pas à réagir, à me poser des questions, à donner vos avis. Et si vous avez besoin que je vous représente des choses de manière plus précise, je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Bertrand. C'est toujours aussi inspirant, tes présentations. On va donner la parole à la salle. Peut-être vous présenter avant de poser la question. Il y a Adam. Bonjour, je m'appelle Adam Duperron, je suis ingénieur technopédagogique à l'Université de Franche-Comté. Et du coup, je suis beaucoup intéressé en fait par votre sujet parce que c'est quelque chose que je pense mettre en œuvre, en fait, cette approche de l'inclusivité des plateformes pédagogiques dans l'université, à partir de l'an prochain en particulier, parce que là, en ce moment, disons qu'on est un petit peu surchargé par d'autres projets, mais on va s'y mettre. L'idée, c'est que il y a une grosse question sur la logique des lignes colorées. Ça m'intéresse vraiment. La problématique que j'ai, c'est que je ne connais pas de plugin sur Moodle qui permettrait de la mettre en œuvre. Et je me demandais si vous saviez si ça existe. Au moins, ça permettrait d'automatiser en fait cette chose-là pour les enseignants qui disposent des fichiers. Alors, plugin sur Moodle, je ne suis pas capable de vous répondre. Ouais. En revanche, quand on est sur Moodle, on est sur du HTML. Hum. Et il y a des plugins de navigateurs Ouais. qui permettent de faire un certain nombre de choses. Et je crois que certaines permettent de faire ça. Mais là, je dépasse les limites de mes connaissances. Donc, à vérifier. Mais pour moi, l'angle serait peut-être plutôt d'aller sur le lecteur, sur le plugin d'affichage HTML. Ok, super.
peut-être d'ailleurs, j'en profite pour donner un petit élément là-dessus, parce que ça a été un élément de réflexion, donc je le partage avec vous. Quand je vous ai montré le skin Scenari, je vous ai montré une adaptation donc d'un skin. On pourrait se dire, mais après tout, puisque Scenari c'est du HTML, pourquoi on ne travaille pas plutôt sur justement sur ces plugins qui ont été faits notamment pour les personnes 10, qui existent. Hein. Il y a c'est Facility, je crois. Enfin, il y a plusieurs plugins qui existent avec des choses qui sont a priori pertinentes. Là où ils ont une limite, ces plugins, c'est sur la question de la structuration du contenu et de la numérotation, par exemple. C'est que sur une page HTML, encore une fois, une page HTML, elle ne contient pas l'arborescence. Pas, dans la page HTML, il n'y a pas quelque chose qui serait… là, on est au niveau 3 par rapport à un plan, comme on l'a dans le cadre de Scénarii, de fait. Et donc, le plugin navigateur ne sera pas suffisant. Donc, sur un cours Moodle, vous pourrez faire une partie des choses, même la numérotation, en tout cas avec un plugin de navigateur, vous pourrez afficher les lignes colorées, ça c'est très probable. Mais par exemple, sur la structuration, j'en doute fortement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, vas-y, Adam. Alors, Marc, j'avais une autre question, je ne sais pas si j'en profite. Vas-y, vas-y. Oh, super, c'est trop gentil. Je vous disais, par rapport à la logique Wikipédia, ça me semblait assez surprenant parce que la présentation me semblait densifier l'information par rapport à l'ancienne présentation. Et dans les critères qu'on a évoqués un petit peu plus tôt, c'était que pour faciliter en fait la lecture des étudiants qui ont divers troubles, l'idée c'était justement d'éclaircir un petit peu la présentation. Donc je me demandais s'il y avait une logique que j'avais pas perçue dans la comparaison des deux interfaces. Non, bon, c'est vraiment une analogie que j'ai faite de manière très, très floue, et peut-être que c'est pas la bonne d'ailleurs, hein, mais c'était vraiment dans le côté très dépouillé, on va dire, de Ah Wikipédia. oui. Mais j'ai peut-être pas pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai eu une perturbation attentionnelle puisque j'ai lu le message d'Alice, tout à fait pertinent au passage, et je me suis retrouvé à moins écouter votre question. Donc si j'ai pas répondu, reposez-la parce que finalement, je n'en ai entendu de manière vraiment attentive qu'une partie. Non, vous en faites pas, vous y avez répondu, c'est parfait. Ok, super. Et donc peut-être pour effectivement, Alice faisait un commentaire. Alors Alice Carne qui travaille beaucoup dans le cadre d'Atypi Friendly, dans les ateliers pédagogiques, et donc je salue avec grand plaisir, évoque bien le fait, oui, on a des titres de niveau en HTML, c'est tout à fait juste, mais par contre c'est ça, c'est le premier niveau d'une page est au niveau 1, et du coup, comme ça me permet de le dire peut-être mieux que je l'ai dit tout à l'heure. La question, c'est pas qu'il n'y ait pas de structuration dans le cas du HTML. Il y a bien sûr une structuration sur les niveaux de titres, mais par contre, c'est la question de la structuration d'une page par rapport à un ensemble de pages qui, elle, n'est pas présente. Alors, certains sites le rajoutent dans le cadre d'un fil d'Ariane, par exemple, mais ça ne donne pas lieu à une numérotation automatique, sauf si on la crée de manière artificielle. Mais comme vous le savez, dans ces cas-là, chaque fois, il faut renuméroter dès qu'on change. Bon. Alors, Autre question? Collègues qui ont mis des commentaires sur le, sur le chat? le skin Scenari est-il en accès libre? Alors, c'est quelque chose qui est en cours de développement en réalité. Donc, si vous voulez l'utiliser, contactez-nous et puis on vous le passera. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait publié parce qu'on voulait encore l'améliorer. C'est peut-être une erreur d'ailleurs, peut-être qu'on devrait le faire, mais en tout cas, et on va y réfléchir. Du coup. Mais oui, on peut vous le mettre à disposition. Faudrait qu'on vérifie aussi c'est bien adapté au changement de version, puisqu'il y a eu une grosse mise à jour, enfin une grosse évolution de version Scénarii il y a peu de temps, mais je crois que c'est bon. Autre question? On sera ravis si vous l'utilisez. Il y a d'autres questions. Je ne vois pas tout le monde. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Je suis Céline du Campus Connecté de Carcassonne. Je voulais savoir, là, vous dites que vous pouvez partager éventuellement le Skin Scenari. Est-ce que les documents que vous avez produits sont accessibles? Est-ce que vous avez produit un rapport qu'on pourrait trouver sur tous les travaux que vous avez faits? Euh, on a fait des éléments de présentation dans des comptes rendus scientifiques pour l'ANR, par exemple, ou des choses comme ça, mais ce n'était pas forcément à usage public. Euh, on a une page sur notre site qui présente les outils. À quel point elle est à jour là-dessus? Je vous avoue que je ne suis pas allé vérifier récemment, mais j'entends en tout cas votre demande. On a une page sur les outils, en tout cas, D'accord. que vous pouvez aller regarder. C'est peut-être pas aussi détaillé que ce que je vous ai raconté là. Donc, ça me laisse d'ailleurs entendre qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une présentation plus détaillée, effectivement. Merci. Avec plaisir. Et par contre, je pourrais vous partager la présentation dans lequel il y a des liens que vous pourrez et que vous pourrez aller exploiter. Ouais, ce serait très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Thierry? Thierry? Oui, merci Bertrand pour cette présentation. Donc Thierry Dankini, Université de Lille et secrétaire général de la FIED. Oui, alors j'ai bien aimé cette présentation qui est très, très accessible, hein, en fait. Merci. C'était le but, mais ça me fait dire aussi que ce que les enseignants peuvent apprendre de l'accessibilité pour les personnes ayant un handicap peuvent aussi les aider à créer un cours accessible pour des gens, enfin pour des auditeurs n'ayant pas de handicap. Parce que quand tu relèves l'idée que rajouter le plan sur le côté d'un slide est utile, bah oui, c'est utile effectivement pour aussi des personnes qui n'ont pas de handicap parce que c'est vrai on a parlé pendant beaucoup un temps, c'était très à la mode sur l'idée des préférences cérébrales, les personnes qui ont besoin d'une vue générale, une vue particulière, qui sont plus à l'aise dans le détail que dans que dans le général. Bon, voilà, il y a toutes ces règles de base de la communication justement pour tout public qui pourrait être appliqué et transféré. Et donc, apprendre l'accessibilité pour le handicap devrait aider aussi à faire des cours de meilleure qualité pour des personnes n'ayant pas de handicap. Hmm. Voilà, c'est juste une Non, remarque. non, mais merci Thierry c'est extrêmement important comme point de vue, hein, effectivement. Et c'est vrai que ça me rappelle que j'ai oublié de dire quelque chose au début, qui est un élément un peu philosophique du programme, qui est que on s'intéressait au début à la question des personnes autistes, qui sont très peu nombreuses. Les personnes autistes en déficience intellectuelle, c'est 0,5% de la population. Mais parce que, d'une certaine manière, elles tirent à l'extrême un certain nombre de caractéristiques qu'on peut retrouver à des états beaucoup moins importants dans une partie importante de la population. Ouais. On a des Quand on degrés. le re- Comment? Il y a des degrés, oui. Oui, mais surtout, On est tous un peu malades, en fait. mais on est tous différents, surtout. C'est plutôt ça. C'est que non, il n'y a pas les personnes en situation de handicap et tous les autres qui sont pareils. C'est absolument pas le cas. Alors même que, et ça c'est vraiment une des grosses problématiques pour moi au niveau pédagogique, on a une culture de l'étudiant normal. Sauf qu'il n'y a pas d'étudiant normal. C'est ça le problème. Faut qu'on arrête de se dire il y a un étudiant normal, puis l'étudiant normal, c'est quoi? Bah, c'est celui qu'on était, évidemment, quand on était étudiant. Évidemment. Donc, tout cela génère énormément de sources de difficultés pédagogiques et d'échecs, d'ailleurs, parce que justement, la grande diversité qu'il y a, elle n'est pas présente. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des choses qui vont venir du fait que, d'une certaine manière, les personnes autistes grossissent le trait sur des problématiques, mais on se rend compte que quand on met ça en place, la plupart du temps, il y a plein d'autres personnes qui disent
Ah ouais, mais c'est vachement plus confortable comme ça. C'est beaucoup plus agréable, je comprends mieux, etc. Donc oui, ce travail d'accessibilité, il est bien pour tout le monde. Mais encore une fois, si j'insiste là-dessus, c'est que, y compris dans cette culture commune qu'on a sur le handicap, c'est quoi la personne handicap? Il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment on présente. C'est la personne en fauteuil roulant. Donc soit je suis en fauteuil roulant, soit je ne suis pas en fauteuil roulant. Mais la réalité est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. La réalité, c'est effectivement un continuum dans la population entre des personnes qui ont, à des degrés variables, des caractéristiques différentes qui font qu'elles vont se retrouver à avoir certains besoins. Encore une fois, la question du son, moi je suis assez sensible au son, au bruit, je peux être très très perturbé par des bruits parasites. C'est clair que toute chose qui va être mise en place pour des personnes autistes, moi ça me bénéficie de manière évidente. Et je n'ai pas de diagnostic d'autisme. Il y a Viviane qui a levé la main. Merci. Oui, bonjour Bertrand. Donc, merci beaucoup effectivement pour cette présentation. Alors moi, je reviens un petit peu aussi sur ce que dit Thierry. L'inclusion, ça finalement, travailler sur l'inclusion, c'est travailler sur une meilleure compréhension. Alors, Université d'Artois, pardon, je ne me suis pas présentée, donc Viviane Boutin, je suis enseignante et je suis à l'Université d'Artois. Et j'ai accompagné pendant 11 ans dans le cadre d'un service de pédagogie les enseignants de l'Université d'Artois d'ailleurs. Et donc moi je me disais, en vous entendant tous, effectivement, éthiquement, la question de l'inclusion, ça pose la question de l'accompagnement de tous les étudiants dans leur réussite. Et moi je me pose toujours la question de comment on s'y prend pour sensibiliser l'ensemble des enseignants à cette question de l'inclusion, parce que pour moi, ça renvoie aussi à un bien-être de toutes les personnes à l'université, enfin à l'université, c'est-à-dire enseignants comme étudiants, quant à la façon de percevoir les enseignements, parce que l'expérience va montrer que bien souvent, les enseignants sont plutôt assez perdus quand il s'agit de construire les supports pédagogiques, hein, quand il s'agit de les organiser. Donc, bien évidemment, un syllabus qui est de minimum, ça permet déjà de penser l'organisation de son cours. Les enseignants sont souvent assez désemparés quant aux résultats liés aux évaluations et désemparés dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ils se disent mais comment ça se fait que j'ai une moyenne de 5 ou une moyenne de 6 et ça les inquiète. Et donc voilà, donc moi la question, moi je suis absolument persuadée, alors je suis enseignante, je le dis, je suis enseignante en STAPS et je suis entre autres responsable de la filière activité physique adaptée et santé. Donc en plus je suis dans le monde du handicap et je travaille dans le monde du handicap et j'ai travaillé 10 ans avec des aveugles. Donc je me dis en fait cette question de l'inclusion, ça concerne en fait tout le monde. Ça concerne une plus grande, enfin, ça concerne la question de la réussite de tous les étudiants dans leurs apprentissages, mais ça concerne aussi, en fait, le bien-être et le sens qu'un enseignant et un enseignant-chercheur attribuent en fait à ces enseignements. Et donc, comment diffuser ces travaux, comment les sensibiliser, parce que j'ai toujours l'impression qu'en fait, finalement, on prêche des convaincus. Et on touche finalement des collègues qui sont déjà intéressés par le sujet. Alors, c'est évidemment une question extrêmement importante. Alors, oui, on touche d'abord les personnes les plus convaincues, c'est évident. Un moyen de toucher les autres, c'est quand on est dans le cadre de l'accompagnement d'étudiants autistes et qu'on propose des sensibilisations. Alors, une chose que je n'ai pas dite, mais elle est importante, c'est que dans le cadre du programme, on a fait un choix qui a été d'ailleurs un choix critiqué par certains au départ, mais je pense aujourd'hui largement accepté et que je revendique fortement, c'est qu'on met des mots sur les troubles. Dit autrement, quand j'accompagne un étudiant autiste, avec son accord naturellement, je vais dire, par exemple, à un responsable de formation, aux autres enseignants, cet étudiant est autiste, voilà ce que c'est que l'autisme, voilà quels sont les impacts en situation universitaire, voilà comment ça se traduit pour cet étudiant-là, et voilà ce qui est envisageable de faire. Mais vous voyez, c'est une situation qui est complètement différente de ce qui se passe classiquement, puisque classiquement, vous avez un arrêté d'aménagement, et quand vous êtes enseignante,
bah, vous avez des choses à appliquer, dont vous ne savez pas d'où elles viennent, vous ne savez pas comment elles ont été construites, vous ne savez pas quelles en sont les raisons. Et ça peut d'ailleurs, je ne dis pas que c'est toujours mauvais, et je pense même que dans certaines situations, c'est même tout à fait suffisant de faire comme ça. Dans le cas de personnes autistes, ça marche rarement. Et pour donner un exemple très concret, puisque c'est une dimension d'ailleurs sur laquelle je ne suis pas intervenu, mais qui est extrêmement importante, et donc j'en profite, une problématique particulière des personnes autistes, c'est la compréhension de ce qui est implicite. Alors, évidemment, quand on sait ça, on va pouvoir, par exemple, dans le cadre d'un aménagement, demander de faire des sujets d'examen qui soient explicites. Là aussi, je suis tenté de faire un test. Parmi vous, combien pensent qu'ils font des sujets d'examen qui ne sont pas explicites? Levez la main, s'il vous plaît. Il n'y a personne, hein. Tout le monde fait des sujets. Ah, il y a une personne qui se dit, oh, il va bien falloir quand même répondre et lever la main. Allez, je vais lever la main. C'est pas. Je crois que fondamentalement, on a un peu tous tendance à penser que on fait des sujets qui sont explicites. Nous, dans le cadre d'Atypie Friendly, on a fait un gros travail, notamment sur le DAEU, où on a repris l'ensemble des sujets d'examen avec une personne autiste, Joseph Chovanec, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui est un conférencier autiste et quelqu'un de très, très brillant. On a repris tous les sujets d'examen et on a essayé de comprendre s'il y avait dans ces sujets d'examen des choses qui étaient implicites. Et alors pour moi, ça a été une expérience fondatrice, hein, c'est-à-dire que j'ai réalisé à quel point vous avez des sujets où vraiment on est dans l'implicite le plus total. Et je voudrais en dire un mot parce que c'est un élément important. On dit souvent que, et c'est des débats souvent stériles d'ailleurs, je trouve, le savoir est au centre de l'école, au centre de l'université, etc. Bah, si on y réfléchit bien, c'est pas si vrai que ça. Et pour vous en convaincre, je vous renvoie à une expérience que vous êtes sans doute nombreuses et nombreux à avoir eue, c'est d'aider un collégien à faire un devoir dans votre discipline. Moi, je suis mathématicien. J'ai eu l'expérience rare, parce que mes enfants n'aiment pas du tout que je les aide dans les devoirs. Donc, et vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs dans un instant. Et ça m'est arrivé pas plus tard que l'an dernier, où par miracle, ma fille en 5e m'avait dit « Papa, tu peux m'aider sur le devoir ?» Je l'avais aidé, j'avais regardé son devoir, et elle a eu 10,5 sur 20. Comment vous dire que le mathématicien que je suis s'est senti très profondément blessé dans sa compétence professionnelle. Non, je rigole pas du tout. Mais pourquoi? Parce qu'on ne lui demandait pas de résoudre ça comme un mathématicien. On lui demandait des nouveaux détails qu'on ne demanderait pas du tout à un mathématicien. Ce qu'elle devait faire, c'était pas seulement savoir les notions mathématiques qu'il y avait, être capable de réaliser les tâches d'activité mathématique qu'elle avait, qui en l'occurrence étaient de l'ordre du calcul et d'un petit peu d'algorithmique, c'était de faire exactement comme le prof l'avait demandé en montrant tous les détails qu'il avait demandé, tels qu'il l'avait demandé. Mais c'est totalement culturel, c'est totalement subjectif. On ne peut pas dire c'est le savoir. On est dans une dégradation du savoir. Si vous prenez les choses qu'on fait, si je prends le domaine de la physique par exemple, qu'on a dans le secondaire, on passe par beaucoup d'approximations parce que tout simplement les élèves ne pourraient pas faire des calculs avec la complexité des équations de la physique en physique moderne, si j'ose dire. Donc, on réduit la difficulté. On va dire, par exemple, on néglige les frottements de l'air, d'accord, quand on fait des choses en mécanique, pour ceux qui ont des souvenirs de physique du lycée, on va négliger les frottements de l'air, on va négliger telle chose, on va négliger telle chose. Sauf qu'en réalité, quand on néglige tout ça, on s'éloigne de la réalité.
Et on fait quelque chose qui devient parfois très loin de la réalité. Un des éléments incroyables qu'on avait vu, c'était un sujet de physique justement en DAEU, autour du ballon de rugby, où on disait on néglige les frottements de l'air, on négligeait plein de choses. Ça devenait tellement faux que la trajectoire du ballon de rugby, qui n'est pas une parabole, était décrite comme une parabole. Donc à un moment donné, quand on dit que le savoir est au cœur, mais de quel savoir parle-t-on? Et donc, pour une personne autiste, en fait, tout ça est incompréhensible parce que ce qu'on lui demande, c'est pas de connaître la connaissance pure pour plus que ça ait un sens, c'est d'être capable de se ramener à la situation sur laquelle le prof les a préparés pour pouvoir répondre à l'examen qu'il va poser. C'est complètement différent. Donc, ça veut dire que quand vous lisez un sujet d'examen, vous le lisez en intégrant plein de choses qui sont des éléments de contexte, qui sont que la phrase que je lis à un moment donné, elle est relative au fait que je suis dans un examen qui se situe dans un cours donné avec un prof donné et avec des méthodes données qui m'ont été données pour le réaliser. Et ce que fait un étudiant sans s'en rendre compte, c'est qu'il met ensemble tous ces éléments pour pouvoir agir. Les personnes autistes ont une problématique de cohérence centrale. C'est quoi la cohérence centrale? C'est la capacité à assembler des éléments différents, des informations différentes, des perceptions différentes pour donner un sens global. Ben, vous comprenez que, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous répondez à un sujet d'examen, vous êtes obligé de faire preuve de cohérence centrale en permanence. C'est-à-dire que vous rassemblez des éléments qui ne sont pas du tout présents là, qui sont des éléments de contexte, et qui font que la phrase va prendre un sens particulier relatif à ce contexte qui n'est pas rappelé. C'est ça le problème de l'implicite. Et donc, quand on dit que le sujet est trop implicite, c'est ça dont on parle. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas été sensibilisé sur l'autisme comprenne ça? C'est impossible. Il faut passer par, effectivement, des éléments de sensibilisation. Et donc, et je reviens à votre question, hein, pardon, j'ai fait une longue digression. Mais je comprends et je pourrais réagir après, en fait. Oui, avec plaisir. Et donc, quand on fait autour de la question d'un étudiant qui va avoir ces problématiques-là, qu'on fait une sensibilisation, là, on touche au-delà des convaincus. Parce qu'on va pouvoir toucher des personnes qui, peut-être, alors, moi, j'ai vécu ça dans plein de situations, des enseignants qui ne comprenaient pas ce qui se passait avec un étudiant dont ils avaient le sentiment qu'il était intéressé, qu'il était attentif, qu'il comprenait, qu'il posait des questions pertinentes et qu'il se plante complètement à l'examen. Et ça, c'est une situation que tout enseignant suffisamment, je ne sais pas comment le dire, bon, pas trop idiot, doit considérer comme problématique. Voilà. Et là, on a une accroche. On a une accroche sur ces personnes, parce qu'on ne va pas passer par une logique générique, l'inclusion c'est important, etc. On va passer par regarder ce qui se passe. Si on ne comprend pas ces sujets-là, eh bien, on se retrouve avec des situations, et on est nombreux à avoir vécu ces situations avec des enseignants, avec des étudiants, où il y a un décalage important entre ce que l'étudiant réalise et l'impression qu'on avait du niveau de compréhension et de capacité de l'étudiant. Bon, voilà, pardon, j'ai été très long, mais c'est un sujet qui me passionne, vous l'aurez compris. Viviane, tu avais un complément? Si je peux juste réagir 2 secondes. Donc, effectivement, merci Bertrand, et tu as raison, moi aussi, c'est un sujet qui me passionne. Alors, nous, on essaie quelque chose parce que chez nous, en fait, en STAPS, là, au STAPS de Liévin, l'université d'Artois, c'est que sans même se poser la question de l'inclusion, on s'est posé la question de la réussite des étudiants à nos examens. Et en fait, en réunion plénière, on a questionné quelle était la perception des enseignants quant aux examens qu'ils posaient, en fait. Comment eux comprenaient les questions d'examen qu'ils posaient. Et souvent, on arrive sur les périodes d'examen, on arrive dans les amphis et on trouve les sujets des examens des collègues là, qui nous précèdent. Enfin, voilà. Et donc, bref, on a questionné ça en équipe et on s'est dit qu'en fait, on allait mettre au point, alors on essaie de le faire, hein, c'est relativement récent, ça date de l'année dernière, une procédure, donc c'est-à-dire un cours qu'on a organisé collectivement dans sa construction pour chacun permettre aux étudiants de questionner l'implicite
et de comprendre en fait ce que l'enseignant attendait comme type de réponse et surtout comme type d'apprentissage de ses étudiants à son examen. Et donc, ce cours-là, en fait, on le fait vivre aux étudiants la semaine qui précède l'examen. Ce qu'il y a eu pour premier résultat déjà d'inciter le maximum d'enseignants à préparer les examens bien plus en amont, enfin les questions d'examen, comme tu le disais, bien plus en amont, c'est-à-dire pas une semaine ou 3 jours avant l'examen, mais au minimum 15 jours ou 3 semaines avant l'examen, parce qu'il fallait préparer ce cours-là et on est en train d'essayer de mettre en place une façon de construire ce cours qui soit commune à tous et qui permette justement de questionner, qui permette aux étudiants de questionner ce qu'ils comprennent des attentes de l'enseignant à tel et tel examen. Super. Donc, du coup, on a questionné forcément éthiquement aussi la question de comment on perçoit les apprentissages de nos étudiants et de tous nos étudiants, quels qu'ils soient et quelle que soit leur spécificité. Bien En sûr. ayant conscience, bien sûr, que entre un ou deux étudiants qui sont déclarés comme par le service handicap comme étudiants en situation de handicap et l'ensemble de nos étudiants, on en a beaucoup plus qui sont handicap invisibles et que de toute façon, ça peut servir à tout le monde. C'est la question qui envoie la question de l'inclusion. C'est hyper intéressant, hein. Je suis preneur, Viviane, d'éléments. S'il y a des éléments que tu peux transmettre, je serais très intéressé. Ben, je veux bien qu'à un moment donné, parce que là, je viens de le faire justement pour un groupe d'étudiants. Je viens de préparer un examen écrit avec eux qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, en plus, j'espère après avoir des résultats parce que pour le coup, j'ai gardé, alors c'est une promo d'étudiants, c'est de deuxième année, et j'ai gardé le même niveau d'examen que ce que j'avais fait l'année dernière, si tu veux. Donc, du coup, j'aimerais bien comparer entre les notes que j'avais eues l'année dernière et les notes que je vais avoir cette année, en fait. Et puis, le niveau de réponse en termes de type d'apprentissage chez les étudiants et la façon dont ils s'emparent, en fait, de la question d'examen. J'aurais une question complémentaire. Je voulais savoir, Bertrand, est-ce que vous avez fait des évaluations de votre dispositif, des ressources? Quel est l'impact, par la recherche, quel est l'impact de tout ce qu'on fait? Je pense que ça pourrait être aussi un moyen pour convaincre les collègues. Si on arrive à montrer par la recherche qu'on est meilleur grâce à ce type de dispositif, et pour éviter aussi l'effet waouh dont tu as parlé un peu au début, parce que alors c'est vrai que tout à coup nous on fait des ressources en 3D, Unity, etc. C'est très complexe, c'est magnifique, mais après est-ce que c'est efficace ou pas? Et c'est la question que je me pose systématiquement quand je fais des ressources comme ça un peu différentes. Non, tu as raison. Donc oui, oui et non. Oui, au sens où effectivement, on essaye d'avoir des éléments d'évaluation de ce que ça donne. Je l'ai évoqué par exemple en travaillant avec le Living and Learning Lab de Sorbonne Université, qui justement fait des évaluations de dispositifs numériques. Donc aussi bien sur Polymni que sur le Skin qu'on vous a montré, on a eu des questionnaires qui sont passés à un petit panel d'étudiants. Non, au sens où la difficulté, c'est que bon, on a eu un premier retour, on va dire. On a essayé de le faire en le testant sur un cours qui supposait pas de connaissances trop fortes au départ, un truc assez basique que tout le monde a fait normalement déjà. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir, je sais pas, un cours complet, mettons en licence, et que on puisse le tester auprès des étudiants. Ça pose beaucoup de difficultés, parce que ça suppose que le cours soit entièrement fait là-dessus. Ça suppose qu'on ait bien des étudiants autistes qui soient dedans, en nombre suffisant. Et ça, en fait, on tombe tout le temps sur la question de la recherche dans l'autisme. En fait, on tombe sur le faible nombre de personnes. Voilà. Donc, la question, c'est comment, on peut plutôt la formuler comme ça, c'est comment mettre en place des évaluations en termes de des modalités de recherche qui soient fonctionnelles dans le cadre dans lequel on est. Et c'est tellement complexe pour tout dire que là, on se lance vraiment sur un travail de structuration de la recherche sur la question de troubles neurodéveloppementaux et éducation à l'âge adulte, parce qu'il n'y a quasiment pas de travaux. Déjà, à l'école primaire, il n'y a quasiment pas de travaux. À l'université, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a tellement de filières différentes
que vous allez répartir un nombre de personnes déjà pas si important dans plein de filières différentes. Alors, il y a quand même quelques filières dans lesquelles on les retrouve un tout petit peu plus, comme mathématiques et informatique. Mais pas non plus tant que ça. Donc, arriver, et puis après, évidemment, on peut se retrouver avec des personnes qui, de toute façon, ont aussi des différences entre elles, indépendamment de la question du fait qu'elles soient autistes ou pas. Donc, pour arriver à avoir des échantillons, enfin, en tout cas sur du quanti, c'est vraiment super difficile. Super difficile. Donc, oui, on est dans cette volonté-là. On a commencé la démarche, mais il y a des limites méthodologiques vraiment très, très lourdes sur lesquelles on bute quand même aujourd'hui. Voilà, je vous réponds vraiment en transparence, mais tu as tout à fait raison de poser la question parce elle est essentielle. On veut vraiment que ça se développe. Mais à la fois, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans. Moi, je vois trop d'articles de recherche, enfin, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs sur le domaine, mais des fois, il y en a où on va avoir des trucs avec 5 personnes. Ouais, Ah, je suis d'accord avec toi. La méthodologie est complexe et qu'est-ce qu'on veut évaluer, c'est pas simple. Et la masse critique est essentielle. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans le cadre de la FIED, on a monté un groupe de recherche pour essayer de faire de la recherche-action, la recherche un peu transactionnelle, pour justement avoir la masse critique, pour que ça soit au niveau national, parce que on n'a jamais les bons groupes contrôle, on n'a jamais complètement. les. Alors peut-être qu'au niveau national, on pourrait y arriver à avoir, même si effectivement, c'est pas Mais simple d'avoir cette masse critique, hein. ouais, mais c'est intéressant parce que effectivement, l'intérêt aussi dans le cadre de la FIED, c'est que vous avez sans doute plus, pas encore complètement, mais enfin, plus de support, on va dire, qui va servir à beaucoup d'étudiants qu'un prof qui fait son cours dans son coin, pour faire simple. Donc, ça permet peut-être d'exposer plus de personnes, effectivement, à un même support. Un peu ça. Donc, ce Donc, groupe recherche, ouais. tu connais les animateurs, c'est Nadi Aloyek qui co-anime le projet avec Alain Fernex et Jérôme de Brest. D'accord, Donc, ok. Ouais, voilà, ouais, ça bah peut être alors intéressant ouais, ouais, complètement, complètement. Surtout qu'on est en train nous aussi de structurer ça et je pense que il y a au moins des points d'intersection extrêmement importants. Donc, ça vaut le coup de le regarder ensemble. En tout cas, pour moi, c'est un levier pour essayer de convaincre les collègues en disant que peut-être Ouais. c'est important de le faire et dès le départ, à l'initiative, Bah. au départ de la formation. Et puis, alors déjà, tu as raison, et puis quand même vérifier que ça marche. Enfin, à un moment Voilà. donné, faut quand même Ouais, parce s'en que dans le domaine assurer. du numérique, soit on est dithyrambique, c'est génial, etc., même si on Ouais, n'a pas d'argument très, très fort. Et puis inversement, il y en a qui sont complètement opposés au numérique et encore une fois, sans argument. Donc je pense qu'il est important que la recherche, mais à l'université, que la recherche puisse nous informer à ce niveau-là. tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, ben en tout cas, vraiment, merci beaucoup Bertrand de nous Avec avoir grand consacré plaisir. ce temps-là. Sinon, juste pour information, on organise la FIED un congrès à Marseille donc en présentiel à Marseille le 28 mars prochain et ça va concerner les feedbacks enseignants, les feedbacks étudiants et le learning analytics, etc. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour cet événement. On va envoyer le programme prochainement. D'ici 15 jours, à la fin du mois, on va avoir un programme défini. Écoutez, merci à tous. Merci. Et merci Bertrand, encore une fois. Et puis Merci j'espère à vous pour cet à échange. bientôt. À bientôt, au revoir.